Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Notre invité Peter Gitao, étudiant kényan à Sciences Po, est toujours notre invité. Et nos éditorialistes n'ont pas changé non plus, Lucien Pambou et Gratien Rukindikiza. Voici le dossier du jour. Le 12 novembre prochain, à la Cour pénale internationale, devrait s'ouvrir le procès du Kenyan Uhuru Kenyatta, premier chef d'État en exercice à être jugé. Devrait, car on observe une levée de boucliers de la part des chefs d'État africains, de l'Union africaine, qui, pour bon nombre, estiment que ce procès devrait être reporté. Il faut rappeler que beaucoup jugent que la CPI ne s'intéresse qu'aux cas africains. Reportage signé Olivier Conan, envoyé spécial au Kenya. Le Kenya a obtenu son indépendance en 1963. Son premier président, Jomo Kenyatta, considéré comme le père de la nation, a gouverné jusqu'à sa mort en 1978. 50 ans après l'accession à la souveraineté nationale, le pays est à nouveau gouverné par un Kenyatta. Prénommé Uhuru, le fils du père de l'indépendance a été élu en mars 2013. La particularité du président kenyan, c'est qu'il est le premier chef d'État en exercice qui va être jugé par la Cour pénale internationale, la CPI. Le procès est prévu pour le 12 novembre et Uhuru Kenyatta coopère avec la justice internationale, au contraire de son homologue du Soudan, Omar el-Béchir, qui a été inculpé par ce même tribunal supranational en 2011. Cette situation inédite du chef de l'État kenyan pèse sur la vie politique du pays, puisque son vice-président William Ruto est déjà dans le box des accusés. Son procès s'est ouvert le 10 septembre dernier. Ils sont tous les deux accusés de crimes contre l'humanité perpétrés pendant les violences post-électorales de 2007-2008, après l'élection présidentielle remportée par Mwai Kibaki face à Raila Odinga. Depuis, l'appréciation de la situation juridique du président kenyan épouse les lignes de fracture de la vie politique nationale. Certains pensent que le Kenya n'a pas les structures pour protéger les témoins et pour faire en sorte que les juges soient impartiaux. Certains pensent que les témoins pourraient être menacés, donc il est bien que le procès se tienne à la CPI. En fait, les sentiments sont partagés dans le pays. Certaines personnes pensent que pour aller de l'avant, les tribunaux nationaux doivent régler les problèmes nationaux, ce qui préservera la souveraineté du Kenya. Mais vous avez un autre groupe qui pense qu'il y a trop d'impunité en Afrique, que le continent ne respecte pas les lois qui existent. Cette situation divise également les juristes. Certains se félicitent de la lutte contre l'impunité menée par la Cour pénale internationale. Beaucoup plus nombreux sont les critiques de l'action de la CPI, accusée de ne s'attaquer qu'aux chefs d'État africains. Le traité de Rome, instituant la Cour pénale internationale, est entré en vigueur en 2002 et ne prend en compte que les crimes commis à partir de cette date. Ces explications ne semblent pas convaincre ceux qui soupçonnent la justice internationale d'avoir des relents politiques, voire néocolonialistes. Je ne suis pas impressionné par la CPI, qui est en train de devenir la CPA, la Cour pénale africaine. Je pense que les crimes commis au Kenya doivent être jugés, mais n'atteignent pas le niveau de crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de droit commun. Ces accusations sont rejetées par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, qui a plusieurs fois affirmé sa volonté de traquer tous les auteurs de crimes contre l'humanité, se réfugiant derrière l'argument de l'immunité conférée par leur statut ou leur fonction. L'Afrique prend ses responsabilités et cherche à punir ses crimes. Elle se tourne vers une institution qu'elle a contribué à mettre sur pied et dont aujourd'hui 33 pays africains sont membres. La CPI continuera à travailler pour les victimes. Ceux qui ne veulent pas être inculpés doivent cesser de commettre les crimes. Cette position ne dissuade pas les pourfendeurs de la Cour qui citent l'exemple de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, incarcéré à La Haye, accusé de complicité de crimes commis pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire de novembre 2010, premier trimestre 2011. Le nom de l'ancien président libérien Charles Taylor est également abusivement cité alors que son cas relève plutôt du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Des arguments qui visent à mettre en exergue les arrière-pensées politiques de la CPI. Le procès kényan est un échec parce que les personnes qui sont poursuivies ne sont pas celles qui auraient dû l'être. Parce que dans tout le statut de Rome, la personne qui est pénalement responsable, c'est la personne qui est à la tête de l'organisation criminelle. Aucun des deux n'était à la tête d'une organisation.
Il existe un agenda politique poursuivi par des pays qui ne sont même pas membres de la CPI. Dans tous les cas, le président kenyan prépare activement sa défense. Ses avocats ont même assigné en justice des compagnies de téléphone pour pouvoir disposer de relevés de communication de certains témoins à charge contre eux qu'ils accusent d'être manipulés par des activistes des droits de l'homme. Un consensus se dégage sur l'appréciation de cette situation inédite d'un chef d'État en fonction qui pourrait être reconnu coupable par une juridiction internationale. Toutes les parties concernées sont conscientes de la fragilité du pays qui essaie de repartir sur de nouvelles bases après des années de troubles qui ont fait des milliers de victimes. Beaucoup de personnes pensent que ce dossier retarde le pays, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui pensent que la justice doit être appliquée au Kenya et dans les pays africains. Pour évoluer, les questions d'impunité, de justice et de bonne gouvernance doivent constituer le socle du développement de l'Afrique. Le déroulement pacifique des dernières élections générales en mars 2013 au Kenya et la contestation devant les tribunaux par le candidat malheureux à l'élection présidentielle ont achevé de convaincre que le Kenya veut tourner une nouvelle page de son histoire politique. À cet égard, le procès du président Uhuru Kenyatta apparaît comme une survivance du passé récent dont l'issue pourrait contribuer à affaiblir un pays qui tente de retrouver son équilibre intérieur. Le traumatisme causé par les agissements des Shebabs somaliens le 21 septembre dernier dans le centre commercial de Westgate à Nairobi, la capitale du Kenya, est encore dans toutes les mémoires. Peter Gitero, comment percevez-vous et comment est perçue au Kenya cette nouvelle position de l'Union africaine qui demande l'ajournement des procédures engagées contre les deux têtes de l'exécutif kenyan? Alors moi je trouve que déjà je ne veux pas dire que l'Union africaine a raison, parce que là c'est un débat qu'on peut passer des heures là-dessous, mais je pense le président, en tout cas, il a raison de demander ça, puisqu'on ne peut pas avoir un pays qui est dirigé par un président qui est déjà absent. Le vice-président, il est absent déjà, il est déjà au Cour pénale internationale, il suit son procès. Et maintenant, avoir un président en même temps qui suit le procès au Cour pénale internationale, ça va encore causer des problèmes. Donc je pense qu'il a raison de vouloir demander au Cour pénal international de reporter si possible. Alors, quant à la décision de l'Union africaine, il a donné un consensus, il a donné un peu de temps jusqu'à, je pense, 12 novembre avant que le président lui-même décide s'il va aller ou pas au Cour pénal international. Je pense, bon. C'est jouable en fait, on va voir ce que... Je ne veux pas dire qu'ils ont raison, en tout cas l'Union africaine a raison, mais je sais le président il a raison de vouloir demander que le procès soit reporté. Enfin, le président en l'occurrence était prêt à se rendre à la Cour pénale internationale, il l'avait dit, il l'avait déclaré. L'Union africaine estime que tant que la CPI n'aura pas donné de réponse, le président kenyan ne doit pas se rendre à la Haye. Qu'est-ce que vous en pensez on ne va pas dire de ce retournement de situation, mais de cette véhémence-là que l'on observe depuis quelque temps? Marie-Angèle, il y a deux façons de répondre. Je commence d'abord par la façon juridique et puis il y a le problème politique. La façon juridique, c'est clair. L'article 16, qui fonde effectivement le statut de la Cour pénale donc, à Rome, dit de façon très explicite qu'un chef d'État en exercice ne peut pas être poursuivi. Il dispose en cela, via l'intermédiaire du Conseil de sécurité qui saisit la Cour pénale internationale, d'un ajournement donc pendant un an, renouvelable indéfiniment. Voilà. Bon, on peut penser jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire pendant les 5 ans. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est politique. Alors, avant d'aller vers la réponse politique, juridiquement, normalement, le président Uhuru Kenyatta devrait normalement comparaître le 12 novembre. Or, comme a dit M. Peter, effectivement, le vice-président y est déjà, M. Ruto, et qu'on ne peut pas, en fait, avoir une vacance de pouvoir au niveau de l'État. De ce point de vue, l'Union africaine, effectivement, a raison. D'un point de vue juridique, mais je ne sais pas si politiquement ils ont raison. Pourquoi ? Dans le reportage, on voit qu'un certain nombre de gens disent, en effet, il ne faudrait pas qu'un certain nombre de crimes, sous prétexte qu'on occupe des responsabilités, soient laissés impunis. Alors sur le plan politique, on a dit que c'était effectivement un débat, c'était un conflit politique et ethnique. Je ne crois pas trop. À mon avis, il est typiquement politique et non pas ethnique. Je m'en explique.
monsieur, effectivement, Uhuru Kenyatta, quelque part, soutenait effectivement Mwai Kibaki dans les années... Kekikuyu comme lui, comme son père d'ailleurs. Bon, comment il s'appelle Ruto, effectivement, et Luo ou Kalenji. Kalenji supportaient effectivement Raila Odinga. Bien. Aujourd'hui, ils sont à la tête du gouvernement. Et le reportage pose une question fondamentale à laquelle la CPI n'a pas absolument répondu. Il y a eu 1000 morts, il y a eu plusieurs personnes qui ont été déplacées. Quelle est la responsabilité réelle, avérée, motivée de monsieur à la fois Ruto et de monsieur... On a entendu effectivement dans le reportage, les personnes poursuivies ne sont pas celles qui auraient dû l'être. Alors on va revenir en arrière un peu pour recentrer le débat. L'Union africaine effectivement demande le sursis des poursuites contre ces deux présidents. Certains Africains estiment qu'il y a une forme d'impunité sur le continent et que donc s'ils ne sont pas jugés, ils ne seront jamais. D'autres affirment à présent que les chefs d'État de l'Union africaine se préoccupent plus de leur sort que du sort de la population. Cette question-là aussi a été soulevée. Qu'est-ce que vous en pensez, Gracie? Oui, d'abord une petite je rectifie. L'article 16 de ces pays, le statut de Rome, statut de Rome n'interdit pas de poursuivre un président qui est au service, mais donne la possibilité à l'ONU d'imposer un arrêt d'un an renouvelable pour les poursuites. Un sursis renouvelable. Oui, ce qui fait que la Cour pénale internationale peut poursuivre juridiquement un président qui est en poste. D'autant plus que ce président a commis des actes avant d'être président. Alors, on ne sait pas s'il a commis. D'où le procès. Non, il y a un débat. Il y a un débat toujours. La poursuite, c'est la Cour. Parce que la Cour pénale internationale est bien structurée juridiquement, qui permet aux avocats de plaider, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre, il est présumé innocent comme dans tout procès. Revenons sur la question pour l'Union africaine. L'Union africaine, quand il y a eu le sommet de Kampala en 2010 pour statuer une modification de la Cour pénale internationale, les Africains qui sont présentés, ils ont bien statué, notamment ils ont ajouté qu'un président qui décide une invasion dans notre État pourrait être poursuivi par la Cour pénale internationale. Les présidents africains, ils étaient là, ils ne disaient rien, d'autant plus qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas encore poursuivis. Le président soudanais Béchir, certains présidents africains se disaient qu'il peut être accusé sans aucun problème parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. Donc ils auraient l'impression, ces chefs d'État, d'être concernés. Maintenant, à présent, ils sont concernés par cette affaire. Aujourd'hui, il y a Uhuru Kenyatta qui est poursuivi. Et d'ailleurs, avant même qu'il soit candidat, il avait déjà les poursuites. Ce qui fait qu'il s'est présenté en tant que président, en tant que candidat président, sachant bel et bien qu'il a un dossier CPI. Et même lui, il a dit qu'il sera élu. Il va se présenter, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est que les présidents africains, ils veulent se protéger parce qu'ils voient bien que la Cour pénale internationale commence à faire des poursuites. On accuse à tort cette Cour de poursuivre que les Africains. Il n'y a aucun continent qui n'est pas concerné. Pourquoi vous dites accuser à tort? Les faits sont là. Oui. Pour l'instant, il ne s'agit que des présidents africains qui sont... Non, il y a la Corée, il y a des gens qui sont en Corée, il y a qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Ce ne sont pas des présidents, mais il y a des gens qui sont sur la liste, des gens qui vont être poursuivis. Il y a Honduras. Non, Bush, c'est autre chose. Bush, c'est autre chose. L'invasion d'un pays, effectivement, des États-Unis. Déjà, les États-Unis n'ont pas signé le traité de Rome. Mais tout le problème aussi, effectivement, si ces grandes puissances-là n'ont pas ratifié le statut de Rome, quelque part. Ces pays africains, ils l'ont ratifié. C'est-à-dire qu'ils s'exposent aux poursuites. Mais ils peuvent s'en retirer. Non, il faut penser au peuple. Il y a les Kikuyu et les Kalenji qui ont été tués, les 1500. Les 300 000 déplacés sont des gens qui ont été tués. Alors on va demander justement à notre invité, alors quelle est votre position par rapport à tout cela? Effectivement, on parle d'impunité sur le continent africain. Certains devraient être jugés. Est-ce que ce sont les bons qui seront jugés? Est-ce que c'est possible de le faire au Kenya? Quel est votre regard sur la CPI? Toutes ces questions-là restent en suspens.
Alors, j'aurais dit, il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible d'ailleurs de traiter ce dossier au Kenya. Mais maintenant, avec la nouvelle constitution et le fait que la Cour suprême au Kenya a la capacité de le faire, je pense qu'on peut effectivement avoir le dossier du président transmis au Kenya. Alors là, ça cause problème puisqu'il est président. Donc effectivement, voilà, tout un tas de problèmes. Mais je veux dire, ma position, c'est que on doit avoir la justice pour ceux ou celles qui ont été tués, voilà, 2007 et 2008. Et, la justice nationale ou internationale? Alors, je veux dire la justice nationale. La voie, si c'est la voie nationale ou la voie internationale, c'est une autre question. Mais la justice doit être... Enfin, il faut qu'on aille la justice. Pour vous, il faudrait que le président Uhuru Kenyatta soit jugé au Kenya. D'ailleurs, ce qu'il propose, ce n'est pas d'arrêter le procès. Il propose juste lui, il reste, d'après ce que j'ai compris, s'il reste, et puis ses avocats continuent le procès. Donc, ce n'est pas le fait qu'il quitte le pays, parce qu'on a besoin d'un président. Donc, ça serait suspendu jusqu'à... Voilà, suspendu jusqu'à la fin. Alors là, on ne peut pas encore... on peut pas être certain si, lorsqu'il n'est plus président, s'il sera toujours d'accord de suivre le procès. S'il n'est plus président, il ne l'est plus. Il n'a plus le même statut. Mais Lucien, est-ce que cela ne peut pas pousser aussi, on a entendu, certains présidents à vouloir se représenter indéfiniment, à modifier la Constitution pour rester au pouvoir, tout en sachant qu'à partir du moment où ils quitteront la présidence, ils seront poursuivis par la justice internationale? C'est le danger, Marie-Angèle, on peut le craindre, bien entendu. Mais nous ne lisons pas dans le marc de café, effectivement, pour anticiper globalement les comportements des chefs d'État. Ça peut être une posture politique, effectivement, se faire réélire pour se soustraire éventuellement à la Cour pénale internationale. Mais le véritable problème de fond, me semble-t-il, est celui des preuves réelles avérées. Or, là, on fonde effectivement l'acte d'accusation sur de la présomption. Alors, et d'ailleurs, on voit les deux chefs d'État, pardon, le président et le vice-président, ils ne se dérobent pas. S'ils avaient à cacher quelque chose, ils feraient comme le président que l'on connaît, M. Béchir, qui refuse à se présenter. Eux se présentent. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque part une sorte de présomption d'innocence et ils veulent que la vérité, bien entendu, soit mise en œuvre. Dans cette affaire, effectivement, c'est une affaire absolument délicate. On a dit que ça a été un conflit ethnique. Moi, il me semble, c'est beaucoup plus politique et ça date depuis le père de Kenyatta et puis M. Ondinga, le père de Raila Ondinga, bien entendu, les fameuses oppositions politiques, les coups de gueule, les coups de menton. Alors, Gracia, Lucien est en train de dire que les deux personnalités visées font preuve de bonne foi. Il y a une pression de l'Union africaine face à la CPI. Est-ce que vous pensez que ça peut, d'ici le 12 novembre, la CPI peut accepter de faire quelques concessions pour satisfaire, on va dire, la majorité? Je ne pense pas. Ça serait une erreur de la part de la CPI d'accepter parce qu'il y a une pression. Revenant sur ce que Lucien vient de dire, présomption d'innocence, oui, ils sont présumés innocents. Mais si vraiment il n'y a pas d'éléments à charge, pourquoi les Kikuyu, c'est bien les Kikuyu et les Kalenjin qui aiment bien l'honneur, pourquoi ils diraient, moi j'accepte d'être, je vais aller plaider, je vais prouver que je suis innocent, et comme ça, mais ils l'ont déjà dit, Gracia, le problème qui se pose, c'est qui va diriger le pays pendant que les deux principaux sont à la CPI. Ils se relaient, il y a un président, un vice-président. Oui, mais vous êtes, tout de même, pour diriger un pays, il faut avoir une certaine forme de stabilité. L'un n'est pas mort. Il y a plusieurs façons, en procès, il y a plusieurs façons de faire. Ils peuvent envoyer des avocats, il peut y avoir des aménagements, mais au moins, si j'étais à la place du président kenyan, je dirais, on va aménager pourvu que je sois jugé dans les meilleurs délais et je serai blanchi au lieu de traîner ces accusations pendant 5 ans, 10 ans éventuellement. Est-ce qu'un pays européen accepterait ce qu'on impose aux Africains? Réponse non. Jamais. Ben oui. Alors, comment réagissez-vous au propos de nos deux éditorialistes? La Bosnie, il y a... Alors, ce que vous proposez, ce que je comprends bien, c'est que vous serez d'accord si le président lui-même va au CPI, c'est ça? Il peut être jugé, les juges peuvent venir même au Kenya. Il peut y avoir des aménagements. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'aménager. Un tribunal spécial comme celui du Rwanda, par exemple. Bah oui, si ça peut se passer, voilà, c'est très bien. Mais le fait de ne pas avoir un président, un vice-président dans un pays africain, un pays comme le nôtre, où on a besoin d'ailleurs de développement, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Mais quel que soit le pays d'ailleurs, africain ou non. Et en plus, ça ne se produisait jamais dans les pays européens. Pour les deux, tout en sachant qu'ils sont accusés. Oui, et là, mais on ne peut pas me remettre en question le choix du peuple. Le peuple, ils ont décidé
Et les deux candidats ont décidé, promis. sachant bien. Ils avaient promis. Ils avaient promis qu'ils allaient suivre. Et là maintenant, ils ne proposent pas de ne pas suivre le procès. En fait, le vice-président, déjà, le fait qu'il suit le procès, c'est vraiment, ça témoigne déjà qu'ils font ce qu'ils ont promis. Et le président, il a aussi la volonté. Mais le problème, c'est comme vous avez dit, vous avez indiqué tout à l'heure, c'est est-ce que c'est la voie nationale ou la voie internationale qu'on va suivre? Est-ce que le président va se déplacer pour aller au CPI ou il va rester au pays avec les avocats qui seront au Mais le cas du Kenya ne change pas pour toute l'Afrique. Ce n'est pas le président Kenyatta qui pourrait faire changer que toute l'Afrique. Il y a beaucoup de dictateurs en Afrique. Il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui continuent à tuer. Est-ce qu'on pourra dire demain qu'il n'y aura aucune poursuite contre ces présidents? Voilà, là n'est pas la question. On s'éloigne un peu du débat, mais de toute façon, nous devons mettre fin à ce débat et rappeler la une de l'actualité africaine. Alors, au Mali, certains chefs de groupes armés engagés dans des discussions de paix avec le gouvernement seront vraisemblablement autorisés à se déplacer librement. Pour l'heure, nous ne connaissons ni leur identité ni leur nombre. Et également en Afrique du Sud, le nouveau parti IFF, le mouvement de Julius Malema, qui est désormais un parti politique, l'ancien leader de la jeunesse de l'ANC, positionne son parti à l'extrême gauche de l'échiquier politique et précise qu'il serait une alternative pour ceux qui ont été trahis par l'ANC et le président Jacob Zuma. Dans quelques instants, deux sujets seront au cœur de nos discussions. La hausse de certains prix à l'approche de la fête de Tabaski au Sénégal et l'attrait que représente le continent africain pour les investisseurs étrangers. A tout de suite.